94 millions de dollars. C'est la somme que les États-Unis ont déboursée pour équiper leurs chars Abrams de 400 systèmes de protection actifs Trophy fabriqués en Israël par la société Rafael. Les meilleurs ingénieurs de la planète avaient passé des années à apprendre à un char d'assaut à abattre une grenade en plein vol, à des centaines de mètres de distance, en moins d'une fraction de seconde. Ils avaient résolu le problème, et en étaient absolument certains. Mais quelque part dans les bureaux d'études de la banlieue de Moscou, on dessinait en silence la réponse. Une réponse qui coûtait 83 000 roubles. Pour comprendre pourquoi cette réponse a été nécessaire, il faut remonter au milieu des années 90. À cette époque, n'importe quel fantassin portant sur l'épaule un lance-grenade RPG-7 représentait une menace sérieuse pour n'importe quel blindé sur le champ de bataille. La grenade à charge creuse partait vers sa cible, perçait le blindage et brûlait tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Les équipages de chars le savaient parfaitement, et dès l'époque soviétique, on avait commencé à fixer sur les engins des blocs de protection réactive, des éléments explosifs qui, au moment de l'impact d'une grenade, détonaient en sens contraire et détruisaient le jet de métal liquide formé par la charge creuse. Les concepteurs d'armement avaient alors riposté avec les munitions en tandem. Une première petite charge destinée à déclencher la protection réactive, et une seconde, la principale, frappant ensuite le blindage nu. Les équipages se retrouvaient à nouveau en position défavorable. On aurait pu croire que l'infanterie avait définitivement remporté cette course. Puis, vinrent les systèmes de protection active, et tout bascula une nouvelle fois. Le principe de fonctionnement était à la fois simple et redoutable pour tout grenadier. Un radar à haute fréquence détectait le projectile en approche. Le système calculait sa trajectoire en une fraction de seconde et tirait un élément neutralisateur à sa rencontre. La grenade était détruite ou déviée avant même de toucher le blindage. Pour un fantassin armé d'un RPG, cela signifiait une chose. Son tir était devenu inutile. Tout ce dont l'infanterie s'était servie contre les chars depuis la Seconde Guerre mondiale, charges creuses en tandem, grenades propulsées par fusée, missiles anti-chars, un système de protection active pouvait l'intercepter en plein vol. Les premiers essais en série au monde d'un système de protection active eurent lieu en Union soviétique. Le système portant le nom de code Drozd, le Merle, fut développé par le bureau d'études KBP de Toula et monté sur le char T-55 modernisé, qui reçut ensuite la désignation T-55AD. Le système fut officiellement adopté en 1983 et près de 250 chars furent ainsi équipés, affectés en priorité à l'infanterie de marine soviétique. Le Drozd fut fabriqué en série pendant plusieurs années. La production ne fut pas arrêtée parce que la conception avait échoué, mais parce qu'après la signature de l'accord sur la réduction des armements conventionnels en Europe, le T-55 figurait sur la liste des matériels devant être éliminés. Le développement de cette filière fut gelé avec lui. Israël et les États-Unis allèrent plus loin. Leurs systèmes de protection active firent leur apparition sur des engins de série au début des années 2000. Les militaires russes observaient tout cela avec une inquiétude compréhensible. L'ensemble de l'arsenal soviétique et russe d'armes anti-chars se retrouvait soudainement remis en question. C'est précisément à ce moment-là que l'association scientifique et de production Basalt reçut une mission qui ressemblait presque à une énigme. Concevoir un lance-grenade capable de tromper un système de protection active. Pas de percer plus vite, pas d'exploser plus fort. Tromper. C'était une approche fondamentalement différente du problème. La plupart des ingénieurs réfléchissaient à augmenter la vitesse du projectile ou la puissance de la charge. Basalt choisit une autre voie. L'idée était audacieuse. Si un système de protection active mettait entre 200 et 400 millisecondes pour réagir à une seule cible, il fallait lui en présenter deux simultanément, avec un intervalle minimal.
Le système abattrait la première, perdrait de précieuses fractions de seconde pour se recharger ou se repositionner. Et c'est dans cette fenêtre que la seconde grenade, la vraie, atteindrait le flanc du char. Cela sonnait juste sur le papier. Dans la pratique, cela impliquait la création d'une munition entièrement nouvelle. Non plus simplement une grenade, mais un système complet, intégrant 2 projectiles dans un seul conteneur de lancement. Un mécanisme de détente unique et un intervalle strictement calculé entre les 2 tirs. Le conteneur de lancement du RPG-30 est fabriqué en aluminium et en fibre de verre, des matériaux délibérément légers pour maintenir la masse totale à 10 kg et 3 dixièmes, pour une longueur de 1135 mm. Il comprend 2 canons distincts. Le canal principal, d'un calibre de 105 mm, emporte la grenade de combat, dont la conception est unifiée avec la charge utilisée dans le RPG-29 Vampire et le RPG-27 Tavol. La tête militaire est à charge creuse en tandem, une précharge d'un calibre de 42 mm et une charge principale pesant 1 kg 200 g avec un revêtement en cuivre. Cette combinaison permet de neutraliser la protection réactive adverse, puis de percer plus de 600 mm de blindage en acier, et environ 800 mm lorsque les 2 charges agissent sur une plaque blindée à nu. La grenade principale est en outre capable de traverser 1,50 m de béton armé, 2 mètres de maçonnerie et 3,70 m de terre tassée. Le second canal, plus petit, abrite une fuselleur désignée IG-30, d'un calibre de 42 mm. Elle a été spécialement conçue pour reproduire en vol la signature radar de la grenade de combat principale. Pour le radar du système de protection active, les 2 cibles paraissent absolument identiques. Le mécanisme de détente unique, lors d'une pression sur la gâchette, envoie d'abord le leurre, puis, après un délai rigoureusement calculé, la grenade principale. Le système de protection active détecte la première cible, réagit, et tandis qu'il se recharge ou se repositionne, la vraie grenade est déjà contre le flanc du char. Une belle idée et une pièce métallique qui fonctionne, ce sont 2 mondes différents. C'est précisément à la jonction entre la théorie et le métal que les véritables épreuves commencèrent pour les ingénieurs de Basalt. La synchronisation de 2 tirs issus d'un seul conteneur de lancement s'avéra bien plus complexe qu'il n'y paraissait sur le papier. L'intervalle entre la sortie du leurre et celle de la grenade principale devait s'inscrire dans des limites très précises. Trop court, et le système de protection active pourrait réagir aux 2 cibles presque simultanément, ce que les versions les plus perfectionnées des systèmes adverses rendaient théoriquement possible. Trop long, et le système aurait le temps de se recharger après avoir neutralisé le leurre et accueillerait la grenade principale en pleine capacité opérationnelle. Il fallait viser une fenêtre temporelle très étroite et la maintenir de façon stable, tir après tir, dans toutes les conditions. Grand froid, chaleur extrême, après un stockage prolongé sur le terrain. La difficulté était amplifiée par le fait que les 2 projectiles avaient des masses différentes et des caractéristiques aérodynamiques distinctes. La grenade principale est plus lourde et suit une trajectoire plus tendue. Le leurre est plus léger, et son comportement dans l'air diffère. Pourtant, pour le radar du système de protection active, leur signature devait être rigoureusement indiscernable, ce qui imposait des contraintes très sévères sur la conception de la fusée-leurre. Il ne suffisait pas de lancer n'importe quel objet de la bonne taille. Il fallait une forme soigneusement calculée, réfléchissant les ondes radio exactement comme le faisait la grenade de combat. Lors des tirs d'essai sur des champs de tir fermés, on enregistra des cas où le leurre, au moment de quitter le conteneur, présentait une légère déviation latérale, ce qui déplaçait la ligne de visée du tireur. La main suivait involontairement la légère impulsion du premier projectile, et la grenade principale partait alors légèrement décalée par rapport à la cible. Sur un banc d'essai fixe, ce phénomène n'avait aucune importance. Le tube de lancement y était rigidement immobilisé.
mais entre les mains d'un soldat en position à genoux ou allongé dans un abri, le moindre déplacement au moment du tir signifiait un raté. Les ingénieurs durent retravailler la charge propulsive du leurre pour réduire au minimum l'impulsion latérale au départ. En parallèle, on travaillait sur la fiabilité des détonateurs. Le schéma en tandem de la charge principale exigeait une séquence de mise à feu stricte. La précharge devait d'abord initier la destruction de la protection réactive, puis, après un délai rigoureusement calculé, la charge creuse principale entrait en action. Si cette séquence était perturbée, si la charge principale détonnait simultanément avec la précharge, la capacité de pénétration chutait de façon significative. De tels incidents se produisirent lors des essais, et chacun d'eux nécessitait une révision du dispositif de mise à feu. L'ensemble de ce travail s'étala sur plusieurs années. La mise au point du RPG-30 fut achevée en 2008, après quoi commencèrent les essais officiels en conditions opérationnelles. L'arme fut officiellement adoptée par l'armée russe en 2012, et les premières livraisons aux unités des districts centre et sud eurent lieu en 2013. Cela se produisit précisément au moment où les systèmes de protection active commençaient à apparaître sur les blindés de plusieurs armées dans le monde, non plus comme des prototypes expérimentaux, mais comme des équipements de série. Le système Trophy avait déjà connu des engagements réels à cette date. Les chars israéliens équipés de ce système avaient intercepté leur première menace réelle en mars 2011, lors d'une attaque contre un Merkava stationné près de la frontière de Gaza. Les Américains testaient le système Iron Fist, développé par la société EMI Systems, sur les véhicules de combat d'infanterie Bradley, et les Allemands étudiaient l'intégration d'une protection active sur leur propre Léopard. Le temps pressait. Les premières séances de tir d'entraînement avec le RPG-30 révélèrent ce que les ingénieurs avaient anticipé. Les soldats avaient besoin de temps pour s'habituer au comportement de l'arme au moment du tir. Les grenadiers formés sur le RPG-7 étaient conditionnés à une seule impulsion de recul. Ici, ils en recevaient deux successives, une légère provenant du leurre, aussitôt suivie d'une plus puissante de la grenade principale. Cela demandait une adaptation physique et psychologique réelle. Les instructeurs constatèrent que lors des premières séances, les soldats réagissaient souvent involontairement à la première impulsion en déplaçant le tube, et que la grenade principale manquait alors sa cible. Les résultats obtenus sur des cibles blindées étaient néanmoins impressionnants. Le flanc d'un véhicule de combat d'infanterie BMP-1 était traversé de part en part. Le jet cumulatif franchissait le blindage et ressortait de l'autre côté, détruisant intégralement le poste de l'équipage à l'intérieur. Les fragments issus de l'effet secondaire se dispersaient dans tout le compartiment de combat. Un impact sur la tourelle en arrachait la plaque supérieure, non pas sous l'effet d'une surpression excessive, mais directement sous la force du jet cumulatif et de la détonation consécutive. Les ingénieurs affirmaient que contre des blindés de la classe des chars de combat principaux, équipés de protection réactive, le résultat serait comparable, à condition que le leur accomplisse sa mission et neutralise le système de protection active. C'est là qu'apparut la contradiction principale qui allait poursuivre le RPG-30 depuis son adoption en service. Vérifier en conditions réelles l'enchaînement leurre plus grenade principale contre un char en activité avec son système de protection active opérationnel était extrêmement difficile sur un champ de tir. Les systèmes de protection active coûtaient des centaines de milliers de dollars chacun. Personne n'allait délibérément en sacrifier un lors d'essais. Tirer sur des cibles sans système de protection active activé ne démontrait que la capacité de pénétration de la charge principale et non le fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Les ingénieurs s'appuyaient sur les mathématiques. Si l'intervalle entre le leurre et la grenade principale est inférieur au temps de rechargement du système de protection active, le déclenchement de la séquence est inévitable. Les militaires acceptaient cet argument, mais avec des réserves. La question de l'efficacité réelle resta en suspens, et cela entraîna inévitablement des débats qui ne se tinrent plus sur le champ de tir, mais dans les bureaux et dans les colonnes de la presse spécialisée.
Et ce ne furent pas seulement les militaires russes qui confrontèrent leurs propres ingénieurs. Des analystes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, des spécialistes israéliens de la protection active et des experts militaires américains se joignirent à la discussion dès que les caractéristiques du RPG-30 commencèrent à filtrer hors de Russie. Chacun avait ses propres calculs, et chacun avait ses propres raisons de douter ou de s'inquiéter. Les analystes occidentaux s'emparèrent du RPG-30 avec un intérêt manifeste, mêlé d'un scepticisme professionnel bien rodé. Les premiers examens détaillés parurent dans des publications spécialisées consacrées aux technologies militaires aux alentours de 2013 et 2014. Le ton général était prudent. L'idée était reconnue comme originale, mais les experts pointaient immédiatement la faiblesse centrale du dispositif. Le système de protection active Trophy, installé à cette époque sur les Merkava israéliens, accomplissait un cycle complet, de la détection de la cible au tir de l'intercepteur en moins de 100 millisecondes. C'était le temps nécessaire au système pour identifier la menace, calculer le point d'interception, orienter le lanceur et tirer. L'intervalle calculé entre le leurre et la grenade principale du RPG-30 se situait entre 200 et 400 millisecondes, et l'arithmétique semblait convaincante. Mais seulement jusqu'au moment où les concepteurs des systèmes de protection active commencèrent à réduire délibérément le temps de réaction de leur système, précisément en réponse à l'apparition de schémas de double tir de ce type. C'était un épisode classique de la course aux armements, qui se déroulait non pas sur les champs de bataille, mais dans les laboratoires de recherche. Les ingénieurs israéliens de la société Rafael, créatrice du Trophy, comprenaient parfaitement la logique du double tir. Elle était connue théoriquement bien avant l'apparition du RPG-30. La question se posait ainsi. À quelle vitesse le système pourrait-il basculer de la première cible à la seconde après avoir neutralisé le leurre? Ou, dans une version plus perfectionnée, serait-il capable d'intercepter plusieurs cibles en même temps? C'est précisément dans cette direction que s'orienta la modernisation des systèmes de protection active occidentaux après 2012. Les militaires russes observaient ce processus et comprenaient que la fenêtre d'opportunité du RPG-30 risquait d'être bien plus étroite que ce que Basalt avait calculé. Mais les ingénieurs avaient leur propre réponse à cet argument, et elle était résolument pragmatique. Tout système de protection active est une électronique coûteuse. Radar, lanceur d'intercepteurs, alimentation électrique, multitude de composants qui exigent un entretien constant. Dans les conditions réelles du combat, après une longue marche en terrain accidenté, sous les obus d'artillerie, dans la poussière et les vibrations, les systèmes tombent en panne. Des dommages locaux sur le radar ou sur le mécanisme de lancement de l'intercepteur transformaient un équipement onéreux en poids mort fixé sur le blindage. Dans ce cas précis, le RPG-30 redevenait mortellement dangereux, même pour le char le mieux protégé. Un autre débat se développa en parallèle, au sein même de l'armée russe. Une partie des officiers mettait en doute la pertinence d'un lance-grenade à usage unique à la spécialisation aussi étroite. Le raisonnement était simple. Si le système de protection active ne fonctionnait pas ou était endommagé, le RPG-30 était superflu. Le RPG-29 Vampire, moins coûteux et doté d'une tête militaire en tandem, suffisait à la tâche. Et si le système de protection active fonctionnait correctement contre les versions les plus récentes, personne ne pouvait garantir à 100% que le leur accomplirait sa mission dans les temps. Il en résultait que le RPG-30 était une arme conçue pour un scénario très précis. Un char doté d'un système de protection active opérationnel, mais avec un temps de réaction s'inscrivant dans la fenêtre calculée. Les détracteurs qualifiaient cela de niche trop étroite pour une arme d'infanterie destinée à être produite en masse. Les partisans répondaient autrement. En premier lieu, c'était précisément ce scénario, des blindés équipés de protection active qui devenaient la norme dans les armées de pointe. Israël équipait ses Merkava du Trophy en série. Les Américains intégraient activement la protection active sur les Abrams
après l'expérience douloureuse en Irak, où les chars avaient régulièrement reçu des impacts de RPG. Les Allemands étudiaient l'installation du Trophy sur le Léopard 2. Ce projet fut d'ailleurs effectivement réalisé ultérieurement, en coopération avec la société KNDS Deutschland. En regardant à l'horizon de 10 à 15 ans, un char sans protection active sur le champ de bataille devait devenir l'exception, non la règle. En second lieu, l'argument économique était irréfutable. 83 000 roubles par tir, contre 200 000 à 350 000 $ pour un kit de système de protection active installé sur un char. Même si un tir sur deux du RPG-30 n'atteignait pas sa cible, l'économie de guerre penchait du côté du grenadier. Dans le cadre de ces débats, le RPG-30 fut comparé à d'autres systèmes, et pas toujours à son avantage. Le lance-grenade réutilisable suédo-américain Carl Gustaf, d'un calibre de 84 mm, permettait l'emploi d'un large éventail de munitions et était utilisé depuis des décennies dans des dizaines d'armées à travers le monde. On pouvait le recharger, changer le type de munitions, le réutiliser indéfiniment. Le RPG-30 était à usage unique. On tirait et on jetait le conteneur. Le lance-grenade suédois à usage unique AT-4, désigné M136 dans l'armée américaine, était nettement moins coûteux, même s'il n'offrait aucune réponse à la protection active. Le système anti-char britannique dit NLAW, de 80 mm, occupait une niche similaire dans les armées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Aucun de ces systèmes occidentaux ne proposait alors de solution contre les systèmes de protection active dans la catégorie des lance-grenades légers d'infanterie, et c'était le principal atout de Basalt dans n'importe quel débat. La comparaison avec son propre prédécesseur méritait également une attention particulière. Le RPG-27 Tavol était lui aussi à usage unique, portait lui aussi une charge en tandem, unifiée par sa tête militaire avec le RPG-30. Mais le Tavol n'offrait aucune réponse à la protection active. Il avait été conçu pour combattre la protection réactive, ce qui n'était plus considéré comme le défi principal au milieu des années 2000. Le RPG-30 prit effectivement sa place dans la structure d'armement, en ajoutant à une tête militaire déjà éprouvée un élément fondamentalement nouveau. Cela permit de réduire les coûts de développement et de production. La tête militaire déjà connue ne nécessitait pas de reconstruire entièrement la chaîne de fabrication. La guerre réelle coïncide rarement avec les calculs du champ de tir. Lorsqu'en 2014 un conflit armé éclata dans l'est de l'Ukraine, le RPG-30 se retrouva en zone de combat, mais pas dans le rôle pour lequel il avait été préparé. Les blindés engagés par les deux camps durant les premiers mois du conflit n'étaient pour la plupart pas équipés de systèmes de protection active. On se battait avec des BMP-1, des BMP-2, des T-64, des T-72, des engins de construction soviétiques dotés de protection réactive, ou même dépourvus de toute protection supplémentaire. Pour de telles cibles, le RPG-7 avec des grenades en tandem suffisait largement. L'arme spécialisée se retrouvait dans un conflit pour lequel elle n'avait pas été conçue. Ce fait mit en lumière la contradiction fondamentale inhérente à toute arme à spécialisation étroite. Elle est créée pour une menace précise, et la guerre impose des conditions entièrement différentes. Le RPG-30 avait été développé en vue d'un affrontement avec les blindés modernes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des Abrams équipés du Trophy ou des Léopard 2 dotés de protection active. À la place, il se retrouvait dans une guerre où des engins soviétiques s'affrontaient entre eux, et son avantage principal, la fusée-leurre, n'y avait tout simplement aucune utilité. Bien plus révélatrice fut une autre histoire, qui se déroula non pas sur le champ de bataille, mais dans les centres d'analyse et dans les colonnes des publications militaires, après que les Américains se furent sérieusement attaqués à l'installation de la protection active sur leurs chars. En 2016, l'armée américaine annonça officiellement son intention d'équiper les Abrams du système Trophy de fabrication israélienne. Cette décision ne fut pas prise facilement.
Les militaires américains préféraient traditionnellement leur propre développement, et adopter un système étranger revenait à admettre que les équivalents nationaux n'étaient pas encore prêts pour une production en série. Le système Iron Fist et d'autres développements américains étaient encore en phase d'essai, tandis que la menace posée par les moyens antichars modernes, y compris les schémas de double tir, conceptuellement proches du RPG-30, était déjà bien réelle. Les premiers Abrams équipés du Trophy furent livrés à partir de septembre 2019, dans le cadre de contrats attribués en urgence par le Bureau des programmes d'armement terrestre de l'armée américaine. La société Rafael et son partenaire américain Leonardo DRS achevèrent la livraison complète des kits destinés à 4 groupements tactiques interarmes blindés en janvier 2021. Les militaires américains soulignèrent tout particulièrement que le système était capable de neutraliser plusieurs menaces en même temps et disposait d'un temps de rechargement minimal entre les interceptions successives. C'était une réponse directe, même si jamais nommée publiquement, à l'idée du double tir. Les ingénieurs de Rafael travaillaient depuis plusieurs années à réduire le temps mort entre 2 interceptions consécutives. La boucle était bouclée. Le RPG-30 avait stimulé le développement des systèmes mêmes contre lesquels il avait été créé. Du côté russe, on observait ce processus sans inquiétude publique particulière. Dans les sources ouvertes, apparaissaient des commentaires d'experts militaires signalant que même un Trophy amélioré n'était pas une protection absolue. Premièrement, tout système de protection active comporte des angles morts, des secteurs depuis lesquels l'intercepteur ne peut physiquement pas intervenir en raison de contraintes structurelles. Deuxièmement, l'engagement massif de plusieurs lance-grenades simultanément contre une seule cible, depuis des directions différentes, crée une situation qu'aucun système de protection active existant ne pouvait gérer de façon garantie. Dans ce contexte, le RPG-30 n'était pas envisagé comme une arme individuelle, mais comme un élément d'une tactique de groupe. C'est précisément cette tactique, l'attaque simultanée d'un char depuis plusieurs directions, qui commença à être sérieusement entraînée dans l'armée russe pour les unités anti-chars. Un tireur avec un RPG-30 attaquait de face, saturant et perturbant le système de protection active, tandis qu'un second frappait le flanc ou la poupe, où la protection était plus faible ou présentait des limitations structurelles. Dans ce schéma, le leurre du RPG-30 ne fonctionnait plus comme un trompeur autonome, mais comme l'un des éléments d'une attaque multidirectionnelle. Avec une telle approche, le système de protection active était contraint de fonctionner à la limite de ses capacités, et la probabilité qu'au moins une charge perce les défenses augmentait considérablement. En parallèle, la Russie développait activement ses propres systèmes de protection active. Le système Arena, installé sur le T-90M et le T-80B VM, avait subi plusieurs cycles de modernisation au milieu des années 2010. Les ingénieurs qui travaillaient sur le RPG-30 chez Basalt connaissaient parfaitement les caractéristiques de l'Arena, et cette connaissance opérait dans les deux sens. Comprendre le fonctionnement de leur propre protection active leur donnait une image précise des paramètres critiques du double tir. En pratique, Basalt concevait une arme en sachant de l'intérieur ce qu'elle devait tromper, ce qui rendait la situation particulièrement significative pour les observateurs européens, c'était le calendrier. En 2023, l'armée allemande commença à recevoir ses premiers Léopard 2 équipés du Trophy, dans le cadre d'un programme mené conjointement avec KNDS Deutschland. Pour la première fois, un char de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, produit en Europe continentale, recevait en série un système de protection active. La France, dont le char Leclerc disposait déjà du système de contre-mesure Galix contre les missiles à guidage infrarouge, étudiait de son côté les perspectives d'une protection active à spectre plus large. L'état-major de l'armée de terre française suivait avec attention les retours d'expérience israéliens et américains, conscient que le prochain conflit de haute intensité, impliquant des blindés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pourrait opposer exactement le type de menace que le RPG-30 représentait, à exactement le type de protection que le Trophy incarnait. Dans ce contexte, le RPG-30 cessait d'être une curiosité russe pour devenir un paramètre de planification concret.
Les doctrines anti-chars des armées européennes intégraient désormais la nécessité de disposer de moyens capables de saturer ou de contourner la protection active adverse, et pas seulement de la percer par la force brute. Le principe même du double tir, envoyer un leurre pour ouvrir une fenêtre à la charge réelle, fut étudié comme concept générique dans plusieurs centres de recherche de l'Alliance. Personne ne copiait le RPG-30 directement, mais son idée fondatrice circulait dans les bureaux d'études comme une contrainte de conception que tout nouveau système anti-char devait désormais prendre en compte. À l'autre bout du monde, un conflit offrait une perspective bien plus éclairante sur la question de la protection active. Dans la bande de Gaza, à partir de 2023, les Merkava israéliens équipés du Trophy furent engagés massivement dans des conditions de combat urbain denses. Les engins opéraient dans des ruelles étroites, à quelques dizaines de mètres des bâtiments, dans exactement le type d'environnement où un lance-grenade anti-char est le plus redoutable. Distance courte, angles multiples, possibilité de couverture à chaque coin de rue. C'était le scénario cauchemar pour tout équipage de chars, et précisément celui pour lequel les systèmes de protection active avaient été perfectionnés au fil des années. Les résultats furent documentés avec une précision inhabituelle. Selon les données publiées par les forces armées israéliennes, le Trophy avait, depuis son introduction en service opérationnel en 2009 et jusqu'aux opérations de 2023 et 2024, cumulé plus de 5400 interceptions réussies. Des enregistrements vidéo du Trophy en action réelle, la gerbe caractéristique de l'intercepteur partant à la rencontre du projectile entrant, circulèrent dans le monde entier. Le système fonctionnait, et il fonctionnait de manière convaincante, dans des conditions que nul laboratoire n'aurait pu reproduire fidèlement. Parmi les menaces interceptées figuraient des RPG-7, des RPG-29 à double charge, des missiles anti-chars Cornet et des Concurs. Autant de systèmes qui avaient fait leurs preuves dans des dizaines de conflits depuis des décennies. Mais dans aucun des engagements documentés, le Trophy ne fut mis à l'épreuve d'un double tir au sens du RPG-30. Les combattants employaient les armes disponibles dans leurs arsenaux. Aucun RPG-30 ne figura parmi les menaces interceptées. Le paradoxe atteignit alors sa forme la plus nette. La démonstration la plus éclatante de l'efficacité du Trophy dans l'histoire se déroula sans que l'arme conçue pour le vaincre ne soit jamais présente sur le terrain. Deux technologies se trouvaient au même moment à leur apogée respective. L'une prouvant sa valeur par des milliers d'interceptions réelles, l'autre attendant toujours son premier engagement contre la cible pour laquelle elle avait été fabriquée. Lorsque les forces russes entrèrent en Ukraine en février 2022, le contexte blindé différait peu de ce qu'il avait été en 2014, du moins dans sa dimension technologique critique. Les Challenger 2 britanniques, les Léopard 2 allemands de diverses variantes et les Abrams américains commencèrent à être livrés à l'Ukraine à partir de 2023, mais dans leur grande majorité, sans système de protection active embarqué. Le Trophy sur les Abrams demeurait rare, même au sein de l'armée américaine, et les engins transférés à l'Ukraine n'en disposaient pas. Les T-72 et T-64 ukrainiens combattaient avec de la protection réactive, mais sans système radar d'interception. Le RPG-30 se retrouvait à nouveau dans un conflit où sa caractéristique principale restait sans emploi. Des cas d'utilisation du RPG-30 furent signalés dans des sources ouvertes russes et ukrainiennes durant le conflit, mais sans confirmation documentée d'un engagement contre un char équipé d'un système de protection active opérationnel. Les tirs recensés visaient des blindés légers ou des engins dépourvus de protection active, situations dans lesquelles la tête militaire en tandem accomplissait sa fonction, mais où la fusée-leurre ne jouait aucun rôle. L'arme se comportait alors comme un lance-grenade à usage unique ordinaire, plus coûteux et plus lourd que ses équivalents sans leurre, sans pouvoir faire valoir son avantage décisif. Ce tableau d'ensemble amena plusieurs analystes militaires occidentaux à formuler un jugement sévère. Il faisait valoir que la fenêtre temporelle sur laquelle reposait tout le concept du RPG-30 se rétrécissait de façon mesurable et continue.
Les versions modernisées du Trophy intégraient des algorithmes de traitement multi-cibles, permettant de neutraliser 2 menaces entrantes dans un intervalle très court. Le système Iron Fist, après des années de développement supplémentaire, atteignit des niveaux de performance comparables. D'autres programmes de protection active, engagés dans plusieurs pays après 2015, intégraient dès leur conception la contrainte du double tir comme paramètre à neutraliser. En d'autres termes, le RPG-30 avait réussi à s'inscrire dans les cahiers des charges de ses propres adversaires futurs avant même d'avoir jamais été tiré contre eux. Les ingénieurs de Basalt, de leur côté, n'avaient pas attendu que la fenêtre se ferme pour réfléchir à l'étape suivante. La logique d'évolution était transparente pour quiconque connaissait le dossier. Si un leurre ne suffit plus, il en faut 2. Si l'intervalle entre le leurre et la grenade doit être réduit, on pousse la synchronisation vers ses limites physiques. Si la saturation par le nombre s'avère plus fiable que la précision du minutage, on conçoit un système capable de lancer une salve de leurre suivie de plusieurs grenades en séquence rapide. Aucune de ces pistes ne fut confirmée publiquement par Basalt, mais elle découlait directement de la logique même qui avait produit le RPG-30. Et les spécialistes des deux camps le savaient. Au forum Armia de 2023, tenu à Kubinka, des informations sur des développements prospectifs dans la catégorie des lance-grenades d'infanterie étaient présentées sans que des caractéristiques précises soient dévoilées. La logique d'évolution de la filière était néanmoins lisible pour tout observateur averti. Et pendant ce temps, la course continuait, simplement à un rythme plus soutenu que jamais. Le RPG-30 reste à ce jour le seul lance-grenade anti-char de série au monde à intégrer un leurre radar dédié dans son architecture de tir. Aucune armée occidentale n'a produit d'équivalent direct. Le concept a été étudié, discuté, intégré comme contrainte dans les programmes de protection active, mais jamais reproduit sous forme d'armes d'infanterie légère comparables. Dans les entrepôts des unités blindées et d'infanterie motorisée russes, des conteneurs de RPG-30 attendent toujours le char qui ne s'est pas encore présenté. Celui avec le radar qui tourne, les intercepteurs chargés, le système opérationnel. Chaque année qui passe sans cet engagement rend la fenêtre un peu plus étroite. Mais l'arme est là, sur l'étagère, prête. Et quelque part dans un bureau d'études, on dessine déjà ce qui viendra après. Vous regardez l'arsenal de l'histoire. Si cette vidéo vous a captivé, laissez un like. Cela aide la chaîne bien plus que vous ne le pensez. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Les armes qui ont changé la guerre vous attendent.